Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Mais cette fois-ci sans débat, enfin peut-être pas, on verra. On est sur iTunes, Deezer, YouTube, Twitter, vous pouvez nous écouter partout, pas d'excuses. Spécial FMA ce soir, alors, quelle est votre première rencontre avec les frères Elric? Julie. C'est magnifique. Moi, c'était par animé. Ok. Sur Dailymotion. Sur Dailymotion, ah ouais. Mais gratuitement. Bah oui. Mais Mais c'était légal légalement. à l'époque. Ouais, c'est l'époque. légal. Du coup, c'était le deuxième anime alors. Non, il y avait les deux. Le premier n'était pas seulement sur Canal+. Ah non. D'accord, j'accepte. Moi, c'était sur Canal+, le premier, ouais. Du coup, j'ai vu la première version des... Dans La Case en 2005. Ouais, exactement. Et c'est là où j'ai aimé les frères Elric et Full Metal. Donc t'étais assez riche pour avoir Canal+. Et ça passait en clair. Oui. Ça passait en clair. Donc, T'étais assez riche pour avoir Canal+ en clair. ouais, c'est ça, exactement. À Et 100 toi, c'était quoi alors? Et ben moi, comme vous, classique, premier anime en 2005. Je pense un peu comme tout le monde. C'est ce qui a fait connaître Full Metal Alchemist. Hagane no Rekin Jutsuchi. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Oui, alors la version, Pas du tout provocateur. la version japonaise est très dure, mais c'est en fait une dédicace pour Cagnard qui n'aime pas les mots japonais, qui préfère le français. Voilà. Donc Hagane no Rekin Jutsuchi, Full Metal Alchemist. Donc une émission spéciale Full Metal Alchemist ce soir. On va disséquer, dépecer, charcuter et surtout aimer le manga Full Metal Alchemist. Parce qu'on l'aime. On l'aime. Donc on va pas trop se disputer ce soir. Mais on a décidé de se réunir pour en parler. C'est un manga qui nous tient à cœur à tous. Je vais vous présenter ce soir parce que vous avez fait votre petite intro, mais vous n'êtes pas là. Donc... Non, on n'est pas là du tout. Tant que je ne l'ai pas dit en tout cas. Elle est petite, elle est énergique, elle est là. C'est notre Winry à nous. Bonjour Julie, ça va? Bonjour. À ce moment-là, tu te prends une pince dans la gueule. Moi je mets des faits. Tu vois. Il est grand, enfin moyen. Il est parfois drôle. C'est notre Huge à nous, mais il ne va pas mourir au premier quart d'heure d'émission. C'est Flavien, bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça me va bien la description. Bah, à part qu'il faut pas que tu meurs. Ouais, voilà. Ça va. Fais attention au cabine téléphonique. Non, bah, du coup, moi je suis Johnny. Je remplace Max pour cette spéciale FMA, car il m'a confié avant qu'il avait trop chialé pendant le chapitre de la fille qui est transformée en chimère. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Tucker. Ouais. Et du coup, il a pas voulu faire l'émission. D'ailleurs, je pense qu'on a tous chialé finalement devant ce truc. Même vous, auditeurs, à mon avis, vous avez chialé. Et si c'est pas le cas, c'est que vous êtes des sociopathes. Donc, allez consulter très vite. Sans transition, ma première question. On a dit souvent que Full Metal Alchemist, c'est un peu un shonen atypique. Donc, clairement, le shonen où normalement il y a des combats partout. En tout cas pour un shonen classique. Et là on est très loin du shonen netketsu ou du shonen normal. D'ailleurs on se demande rapidement si vraiment tous les combats sont vraiment des combats de shonen. Parce que normalement on a une évolution de puissance. Ils se forgent et ils deviennent plus forts pour affronter encore plus des personnages surpuissants. Alors que là c'est pas le cas. Là on a clairement une sorte de rejet de la puissance. Dès le départ Ed et Edward sont autant dire à leur puissance maximum. Et à part quelques petits équipements d'automail de Winry, est-ce que vraiment ils évoluent en puissance? Bah, je crois qu'ils évoluent en intelligence, du coup peut-être en puissance. Parce que du coup ils réfléchissent petit à petit à leur quête et ils apprennent beaucoup plus de choses. Et du coup grâce aux arcanes, ils apprennent surtout Ed, il apprend à devenir de plus en plus puissant mais via l'intelligence. Je pense que c'est par là que la puissance ça vient. Je sais pas. Mais du coup, c'est plus technique que la puissance pure au final. On parle pas trop de force de frappe finalement. Ouais, c'est ça. Que la force de frappe sans stratégie n'a pas de sens. C'est un peu enfin, je sais pas, le schéma un peu qui est exploité dans le manga. T'es en train de dire que là, il faut être intelligent. Ah ouais, je pense. Ouais. Si tu et pas seulement frapper à gauche, à droite. Parce que là, il faut qu'ils soient stratégiques pour que leur arcane soit meilleur, et s'ils le sont pas, bah en fait leurs coups sont dans le vide quoi. C'est ça aussi qui fait aussi l'intelligence de Elric et de
des frères Erlich. Et aussi de reste, en fait, aussi des homunculus et des... s'ils sont pas stratégiques, leur puissance ne sert à rien. Mais on est d'accord que finalement, ils évoluent pas en termes de force. C'est toujours les mêmes. À part... Ouais, non, mais si, t'as raison, c'est toujours les mêmes. Bah, après, je sens... Julie débutative. Non, c'est pas ça. Je pense que, comme tu dis, là où ça se démarque d'un autre shonen neketsu, on va dire un peu plus classique, c'est que c'est pas... ça porte pas sur la question de la force au sens classique du terme. Enfin, c'est que la notion de force est remise en question parce que dès le départ ils sont très forts, ils arrivent à maîtriser l'alchimie à un certain niveau tellement. Et on arrive au fait qu'il est alchimiste d'État. Et... Oui, voilà, il est très jeune et pourtant il a déjà un statut social, etc. Donc je pense qu'il y a plutôt une question sur qu'est-ce que c'est être fort. Et pas seulement rechercher sans cesse à vouloir être encore plus puissant. D'ailleurs, il y a un des personnages où on montre la force avec le commandant. Le commandant qui est Bright, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui est hyper fort. Et du coup, qui est un peu le reflet un peu de... Armstrong, ouais. Qui est un peu le reflet de ça, qui montre que c'est la force brute qui peut gagner. Et en fait, quand il est confronté au frère Eric, il voit qu'en fait, mine de rien, c'est l'intelligence qui prime, quoi. Ouais, surtout que lui, il est un peu débile, mais oui. Oui. Méchant. Il a pas inventé l'eau chaude, allons dire. Puis il est blond en plus. Moi, j'avoue que ça m'a un peu marqué parce que souvent les combats, on enchaîne, je sais pas, tu prends Bleach, ça enchaîne des combats sans queue ni tête. T'as l'impression que c'est du combat pour des combats. Là, t'as l'impression que le combat, c'est pour de la narration en fait. On a besoin de ce combat pour dire, on continue l'histoire, mais il nous faut un combat pour continuer l'histoire. Ce qui n'est pas forcément le cas dans du Naruto, dans du Bleach, où tu as des combats à rallonge. Ou Senseiya, au final, c'est quoi ? C'est l'histoire, c'est le combat. Ils font juste ça. C'est vrai qu'ils avancent à chaque fois en combattant. Je sais pas, moi ça m'a marqué plus que la normale. On peut prendre le truc à l'envers. C'est-à-dire que c'est un shonen où t'as pas que des combats et donc il y a des scénarios à côté. Aussi. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de shonen. Ouais. Non, pas forcément. Non, mais puis. Non, ce que je veux dire, c'est sur le combat que effectivement, dans les shonen, souvent on voit que les combats sont évolutifs et ils combattent, ils apprennent des choses sur eux, etc. Mais là, c'est vrai que vu qu'ils savent déjà, quand ils combattent, ils savent déjà la stratégie qu'ils vont mettre en place, etc. C'est juste une mise en place de ce qu'ils ont appris. Et pas forcément ils vont avoir la quintessence du combat, ils vont apprendre plein de nouveaux skills au combat, quoi. Est-ce que tu as une scène précise à nous donner comme exemple ? Ouais, par exemple quand ils combattent dans la prison désaffectée. Oui. Le laboratoire, là, au début. Au début, ouais. Et du coup, Eric, les frères, Edward, il va mettre en pratique en fait ce qu'il avait eu en tête avec dans ce combat, quoi. Alors que et c'est pareil aussi pour les petits frères. Alphonse, en fait, il va juste mettre ses arcanes en place. Tu veux dire qu'ils ont une stratégie avant? Ils ont une stratégie avant pour mettre en place. Mais c'est juste qu'ils ont appris, ou sinon ils vont juste improviser ce qu'ils savent déjà faire pour combattre en fait leurs adversaires. Mais ils vont pas apprendre en plus, je veux dire, comme dans un combat où, genre, on va prendre dans Dragon Ball, ils vont pas se dépasser non plus. On découvre pas des nouveaux pouvoirs. Ils ont un pouvoir et comment on l'utilise. En parlant des frères Elric, ça me fait penser à justement cette notion de famille. Je sais pas, alors, peut-être que c'est moi qui vois ça et qui veut voir ça, mais j'ai l'impression que dans Hagane no Reikin Jutsuchi, vas-y, encore plus vite. HGR, du coup, on a l'impression que vraiment la famille est au centre du manga, pas forcément au centre, mais en tout cas est plus présente que dans d'autres mangas. C'est-à-dire que souvent dans les mangas shonen, souvent dans le shonen nenketsu, on a la force de l'amitié. Genre, on est amis, on peut tout trouver. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt, on est une famille et on peut y arriver grâce à cette famille. Enfin, on va s'en sortir avec cette famille. Après, dans Naruto, ils font aussi l'histoire, ils mêlent plus ou moins les deux, genre la grande famille Konoha. Mais tu sens que derrière, ce qui compte, c'est la force de l'amitié. Fairy Tail, c'est la force de l'amitié. Ouais. One Piece, c'est l'amitié. Même si derrière, il se cache un peu dans l'amitié, c'est une grande famille. Mais je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que dans Full Metal, il y a plus de fratrie que d'amitié. Si. Je pense que... oui, effectivement, sous cet angle-là. Ouais. Parce que si on énumère, effectivement, il y a donc déjà les frères. Ils sont deux, il y a 2 héros. Ouais. Et il y a beaucoup d'histoires de frères décédés qui transmettent quelque chose.
Enfin, je pense à Scar, je pense... la famille Armstrong aussi. Oui, voilà, la famille Armstrong. Il y a d'autres frères et sœurs. Les homunculus, pour moi aussi, c'est des frères et sœurs aussi. C'est des sortes de frères et sœurs. En fait, c'est la même personne. En fait, c'est la même personne divisée en 7, quoi. Mais du coup, même s'ils sont 7, divisés en 7, leur lien, c'est comme si c'était aussi un lien familial. Oui, parce qu'ils appellent en plus leur créateur père. Oui. Mais... Donc de base, ici il y a le père au-dessus, c'est-à-dire que eux, c'est les enfants, donc ils sont frères et sœurs. Enfin, pour moi, les homunculus, c'est des frères et sœurs. Et surtout que quand il y en a un, même si on va dire qu'ils sont sans cœur, mais même s'il y en a un qui meurt, ils le sentent quand même, quoi. Donc oui, après ça peut être un peu leur pouvoir. Mais je sais pas, même Winry, c'est censé être leur amie d'enfance. Oui. Mais elle fait plus partie de la famille que juste être une amie d'enfance. Après, c'est peut-être jouer un peu sur les mots, sur la nuance, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que cette notion de famille, on la ressent dans Full Metal. La grand-mère, ils l'appellent bien grand-mère aussi. Mais c'est vraiment leur grand-mère. Oui, c'est vrai, c'est vraiment leur grand-mère, c'est vrai. C'est vrai que mais Winry, mais du coup... Winry, c'est sa fille. Mais Winry, c'est sa fille. Mais du coup, ils font de l'inceste. Non, bref. Mais c'est vrai qu'en fait, ils ont la notion de famille. Et à chaque fois, c'est vrai que plus l'histoire aussi elle avance, plus ils vont aussi rechercher en fait cette notion de famille avec Scar, avec le docteur. Voilà. Il y a l'histoire des dynasties chinoises aussi. Ah oui, mais avec chacun se bat pour son clan. Et donc, là, c'est de la polygamie d'empereur. J'ai 27 fils. Qui va me remplacer? C'est une famille. Mais c'est une famille, une grande famille. Voilà, exactement. Pour moi, il y avait vraiment cette notion de famille que je sais pas, peut-être l'auteur a voulu changer par rapport aux chaînes habituelles. Vu que ça passe déjà par les héros, c'est des frères. C'est normal que cette notion de famille, elle soit assez importante, parce que mine de rien, tout ce qui fait avancer en fait Full Metal Alchemist, c'est la quête des deux frères qui vont chercher quelque chose. Et vu qu'ils sont des frères, est-ce qu'on voit pas rarement en fait aussi dans des shonen que ce soit des frères et pas des amis? Ou alors le frère arrive à la fin, genre c'est un méchant, il arrive avec ça. Là, ils sont, c'est la quête de deux frères pour retrouver la pierre philosophale. Oui, enfin, ça c'est presque annexe. C'est-à-dire que si on parle de l'intrigue de départ, tu tombes donc dans une situation assez dramatique où tu comprends qu'ils ont commis un crime. Un crime, ouais. Puisqu'ils ont essayé de ressusciter leur mère morte, ce qui est totalement interdit par les lois de l'alchimie. Et de la nature aussi. Oui, parce que ressusciter la mère vivante, ça sert à rien, quoi. Oui, mais après, ça pourrait être un univers fantastique où ce genre de choses est permise, tu vois. Mais non, ça, c'est un interdit formel. Mais du coup, c'est ce que tu dis. Du coup, je te rejoins sur ce que tu dis. Et en fait, ils partagent le même fardeau. Ah oui, c'est vrai. Donc, en partageant le même fardeau, ils partagent, du coup, entre guillemets, la même quête. En tout cas, moi, c'est Et du coup, en partageant le même fardeau, ils sont encore beaucoup plus liés. Donc par les liens aussi bien immatériels que matériels avec le fardeau. Alors par contre, leur quête principale, c'est pas la pierre philosophale, c'est de retrouver leur corps originel, puisqu'il y a eu des conséquences donc à leur expérience foirée. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils vont bien se marrer. Ah non, on peut pas dire ça. C'était pour enchaîner sur le fait qu'il y a beaucoup d'humour dans Full Metal Alchemist. Non mais en vrai, au début, tu lis le manga et tu te dis, putain, il y a des trucs tellement tragiques, des gens qui meurent, des petites filles qui se transforment en chimères. Enfin, c'est dramatique. C'est un peu dépressif. Et vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, je le sais, plus ou moins. Mais j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un truc tragique, il n'y a jamais une réponse à cette tragédie. C'est plutôt, il y a un humour décalé. Du style, je sais pas, l'exemple que j'ai en tête, c'est quand Hawkeye elle raconte l'histoire des Ishbal à Alphonse. Et qu'en gros, elle a tué des gens, etc. C'est pas bien. Et là, Alphonse, il fait... Je sais plus quoi, mais il y a vraiment un truc décalé du style... oui, mais vous êtes toutes nulles. Et du coup, genre, grosse tête, etc. Et moi, j'ai trouvé... Et quand j'ai vu ça, j'ai remarqué qu'à chaque moment, vraiment tragique, un truc vraiment dur, genre, quelqu'un est mort, etc. Il y a toujours, sur la case d'après, un truc décalé d'humour, du SD, quelque chose comme ça. Ça vous a pas percuté, vous ? Moi, ça n'avait pas percuté. J'ai vu qu'il y avait de temps en temps effectivement ce petit dose d'humour effectivement pour dédramatiser la situation. Par exemple, comme tu l'as dit à cet exemple-là, mais il y a aussi le contraire aussi qui arrive où, par exemple, sur la mort de Hughes, ce moment il est très fort et par contre il reste
il reste tragique. Et là, il n'y a pas de dédramatisation de cette situation. Oui, mais là, c'est pas des gens qui en parlent, c'est qu'on voit la scène. Il se fait tuer dans sa cabine téléphonique. Excusez-moi de vous abandonner, mais j'ai ma chère petite famille qui m'attend à la maison. Inutile de vous presser, lieutenant-colonel Hughes. Votre femme est là, dites-lui adieu. Mais il y a même l'enterrement, enfin il y a quand même tout le... Oui. Il y a quand même tout ça. Et c'est vrai que chapitre d'après, une fois que c'est fini, effectivement, là, elle commence à dédramatiser la situation en faisant une scène de gag. Vite fait, parce que les gens ils dépriment après. Hein. Ouais. Tu vois Alphonse, tu vois Ed. Oui, mais comment... Enfin, oui, on n'est pas d'accord parce que... Parce que quand on s'est dit on va faire une spéciale FMA, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes impressions. Donc par exemple, moi je voyais surtout les côtés, enfin je me souvenais surtout des moments où l'émotion était vraiment dramatique, mais pas forcément des moments d'humour. Les moments d'humour, je les retrouvais vraiment à la fin des volumes reliés, où à chaque fois il y a des blagues de l'auteur qui là sont vraiment à mourir de rire, et elle s'amuse complètement à faire le contre-emploi pour chaque personnage. Mais là, à la limite, c'est fait exprès. Enfin, c'est fait pour ça, les Young. Et là, tu te dis bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, et c'est rassurant parce que tu te dis bon, c'est pas quelqu'un qui veut non plus se complaire dans une espèce de trucs complètement dépressifs qu'elle va étaler à longueur de page, quoi. C'est quand même très construit. C'est vraiment une histoire où elle a réfléchi à chaque situation, et c'est quand même rassurant. Mais après, elle arrive à quand même nous faire aussi bien pleurer que rire, avec des personnages assez en couleur. Par exemple, si on prend le Armstrong, toujours, dès que ce personnage arrive... T'as kiffé Armstrong, toi, hein? T'as kiffé Armstrong. Oui, parce que c'est un personnage folklorique. C'est-à-dire, il arrive, il est toujours étincelant, pimpant, et à chaque fois, il te fait sourire. Même quand il y a une situation qui est dramatique, en fait, des fois il comprend pas, il est un peu idiot, et du coup ça échappe un peu à sa compréhension. C'est pareil si je prends Elric, les frères Alphonse. T'as aussi un problème avec les frères. Edward, à chaque fois Edward, son tempérament, qu'on l'appelle le Minus, tu vois, c'est des petits gags, mais dès qu'on l'appelle petit ou Minus, il va s'énerver. Oui. C'est un truc c'est un gag redondant, mais c'est ça qui fait aussi que la pression retombe. Si je reprends aussi Mustang, le fait que Mustang soit un peu colérique, et du coup que son adjudant elle le titille, et que du coup il s'énerve. Tu vois, elle arrive, mine de rien. Oui, on a toujours une joute verbale entre les deux qui. Elle arrive à distiller des points d'humour, mais mine de rien, c'est juste des points d'humour. Du coup, je rejoins un peu Julie dessus, où c'est pas ça qui fait l'essence de Full Metal. Ah non, mais de toute façon, on était bien tombé d'accord que c'était pas une tragédie. Ouais. C'est clairement pas une tragédie, ça c'est sûr. Joe, t'avais vraiment mis le doigt dessus en disant il y a un happy end quand même si il est un peu long. C'est pour ça, pour moi, en fait, c'était un shonen parce que. Enfin, il y a un happy end parce que c'était un shonen. Je pense que c'est plutôt ça la vraie raison. Mais bon, après, chacun y verra ce qu'on voit. Mais. Après, le cœur du manga, c'est clairement pas l'humour. À mon avis, le cœur du manga, c'est plutôt toutes les intrigues. Il y a 1 milliard d'intrigues, que ce soit politique, que ce soit des jeux de pouvoir entre 1 milliard de protagonistes. Vers la fin, on se retrouve avec Père qui veut dominer le monde. Mustang, lui, veut être roi. Grid, pareil, il veut la même chose. Taling, il veut la pierre philosophale pour conquérir son pays. Tamai Chang, elle veut exactement la même chose. Briggs, elle veut la place de Mustang. Enfin, il y a 1 milliard de complots qui s'entrecroisent, de destins qui veulent s'accomplir. Et du coup, pour moi, il est là le cœur de Full Metal. Après, je ne sais pas pour vous, mais... Non, moi, ça rejoint la question du débat sur qu'est-ce que la force ? Parce que le pouvoir, ça découle de la force, en fait. Surtout dans un cadre shonen. Donc, c'est en ça qu'elle est forte, parce que, contrairement aux œuvres... qu'on connaît, qui sont plus classiques, elle explore aussi plein de schémas différents de l'expression de la force. Qu'est-ce que la force ou qu'est-ce que le pouvoir ? Eh ben les deux. Tu vois, genre elle va
c'est Amesteris. Ouais, c'est clairement une dictature militaire, mais elle explore la dictature, enfin pas la dictature, mais des régimes différents avec par exemple donc les pays de Qing et Ishbal qui sont plus orientés sur la religion ou comme tu dis un empire avec une espèce de lutte entre des clans pour avoir accès au pouvoir, etc. Donc ça c'est bien parce que c'est en toile de fond. Et c'est sur ça, en fait, c'est comme un tissu, tu vois, c'est une trame, et après, elle va broder plein de petites histoires qui sont les histoires de chaque perso. Et pour moi, la force de cette œuvre, c'est que les personnages sont hyper charismatiques, même quand ils sont des connards. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle arrive à créer une sorte de tissu politique très très fort. Moi, quand j'ai lu Game of Thrones après, pour moi, la première référence quand j'ai lu Game of Thrones, c'était Full Metal Alchemist. Parce que en fait, le tissu politique est tellement fort et tellement intense que mine de rien, du coup, les personnages peuvent se révéler encore plus puissants dans leur intrigue. C'est-à-dire que si elle n'avait pas réussi à créer ce tour de force scénaristique où c'est ok, maintenant on a Amestris, on a Ishbal, on a l'Empire de Qing, et que on comprend le contexte, et du coup maintenant on peut s'amuser avec les personnages avec ce contexte-là. Et c'est ça que je trouve qu'elle est hyper forte pour dire voilà, en très peu de mots, elle te met un contexte politique très très fort. Et après, c'est pas Game of Thrones non plus parce que tout le monde ne meurt pas. Oui. Non, c'est un shonen. C'est un shonen. Voilà. Attends, c'est pas un shonen. Non, mais je veux dire, sur l'intrigue, sur un truc politique, c'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, pour elle, tout est détaillé et pour nous, c'est clair. C'est qu'on va pas se poser de questions sur comment ça se fait que c'est comme ça, etc. Non, en fait, c'est clair. Voici l'état politique et de toutes les contrées et voilà ce qu'on peut faire avec. Quoi. Et surtout, moi, ce que j'ai... Enfin, tu vois, en relisant, dès le premier tome, il y a la suspicion vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la nation. Et là, c'est vachement parlant pour des ados. Parce que, tu vois, enfin... T'as toujours eu une période où justement, où tu te remets en cause, tout ça, quoi. Parce que, où tu poses la question de qu'est-ce que le pouvoir ? Est-ce que moi j'ai le pouvoir de faire ceci ou cela ? Et là, elle répond avec des ados qui ont essayé absolument de faire un truc qui était absolument interdit. C'est vrai, non, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que et je pense que tout le monde, c'est vrai, t'as raison. Et c'est vrai, je pense que tout le monde a pensé à qu'est-ce qui se passe si on franchit l'interdit et dans Full Metal, on voit que quand on franchit l'interdit, il y a un prix à payer qui est énorme. Oui, et ils vont mettre 27 tomes à le payer. À comprendre et le payer entièrement à la fin. Et ils vont vraiment perdre des plumes aussi. Et surtout qu'en plus, dès le début, tu vois qu'ils se remettent en question sur l'État, mais aussi sur la religion. Sur le... ça vient un peu plus tard. Ça vient un peu plus tard, mais c'est vrai que est-ce que... Parce que c'est une forme d'autorité. C'est ça, elle remet ça en cause, en fait. Après, la religion, elle n'est pas non plus... super méga détaillé. Enfin, il y a des religions. Il y a la religion Ishbal qui est basée sur je sais plus quoi, la Shankara. Mais eux, ils n'ont pas vraiment de religion. Elle dit pas. Non, parce qu'eux, ils sont dans un système, on va dire, occidental postmoderne où c'est la science. Et pour eux, c'est la science, la religion. Donc, je pense que, et du coup, d'où le fait que l'Homunculus cherche absolument à devenir Dieu. Oui. Le dieu de toutes choses. Voilà, tu vois, c'est très intéressant en fait, quand tu te poses et que tu regardes vraiment dans le détail. Mais après, ça reste agréable à lire, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est assez fou, c'est quand tu lis, t'as l'impression que tu sais où tu vas. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est le nouvelle partie que je voulais aborder. On va changer de sujet, mais pas trop finalement, parce qu'on va se focaliser sur le récit, et notamment la structure du récit. Dans Full Metal Alchemist, les héros ont une quête à accomplir qui est retrouver leur corps d'origine. Ils sont prêts à presque tout pour les retrouver, mais pas au détriment de leurs convictions. Donc quel est le rapport avec la structure du récit, vous allez me dire ? Aucun. Mais je voulais placer ça, c'était une super bonne j'ai phrase. Pas compris, moi. Il n'y avait aucun rapport, mais c'était une super bonne phrase, du coup je voulais la placer. Donc la structure, on a un scénario très rapide, avec très peu de passages à blanc finalement. C'est une série en 27 tomes, avec une vraie conclusion. Est-ce que c'est pas aussi ça la force du manga ? Il y a un scénario avec une vraie fin, une aventure qui finit, des questions avec des réponses, et pas des énièmes combats à rallonge comme on voit beaucoup. Dans Hagane no Reikenjutsushi, on a l'impression que tout est écrit dès le départ en fait. Je sais pas vous, mais on n'est pas dans cette logique de chapitre hebdomadaire où il faut rendre 20 pages chaque semaine. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que FMA était dans un Monthly Shonen Gengan, donc de Square Enix. Donc elle avait 50 pages à rendre par mois. Donc c'est peut-être aussi pour ça
que oui, et puis, voilà, c'est pas écrit au fur et à mesure. Elle a dit aussi qu'elle avait planché sur le sujet pendant plusieurs années. Hein. Enfin, c'était pas sorti du jour au lendemain comme ça. Donc elle avait déjà toute sa trame. Et c'est ça en fait, dans la structure du récit, pour moi, c'est que c'est pas inventé au fur et à mesure comme un Lost. Moi, je trouve que c'est hyper difficile de faire des arcs narratifs. Parce que ça comment dire, il y a toujours une espèce de continuité. Tu vois, c'est vraiment comme une sorte de roman d'aventure. Mm-hmm. Tu passes d'un chapitre à l'autre. Il y a toujours... parfois, elle fait une coupure. C'est-à-dire que comme à un moment, il y a des séparations géographiques. Les personnages ne sont pas aux mêmes endroits, etc. Mm-hmm. Elle est obligée d'informer le lecteur sur ce qui se passe dans les autres lieux, etc. Et donc, pour moi, je reviens à l'histoire de la trame. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme les rouleaux asiatiques. Là, où ça se déroule. Tu vois, et tu suis l'histoire veux dire, comme ça. Les papyrus. Ouais, c'est ça. Pardon. Mais c'est hyper dur du coup de couper, de dire ça c'est telle histoire. Enfin, sauf si tu vas vraiment dans le détail, quoi. Mais t'as besoin de cet enchaînement pour comprendre la globalité. Tu vois. Je suis pas. Non. Enfin, moi je vois qu'il y a des mini arcs qui. Non, mais il y a toujours des arcs. Ouais, toujours des arcs. Toujours des histoires. Mais là. Moi, enfin, ce que j'ai ressenti sur les 27 tomes, c'est que c'est une histoire. C'est un film en entier. T'as des flashbacks parfois qui servent justement à raconter telle ou telle chose, que ce soit la guerre d'Ishbal, que ce soit justement quand ils partent dans les montagnes ou autre, qui racontent. Mais, enfin, tu sens que c'est pas écrit au jour le jour. Oui, carrément. Je pense qu'elle a eu le temps, vu que c'était dans un Monthly, elle a eu le temps de peaufiner aussi, de peaufiner ça. En même temps, si tu lui poses la question, je pensais te dire non. Ah oui. Non, j'ai fait ça hier. Non, mais en plus, c'est même pas vrai, enfin, c'est même pas possible. Parce que le manga s'est fini en 2010. Ouais. Et en gros, en 2007, elle avait déjà 2 ou 3 séries en parallèle. Pas forcément séries, il y a eu des recueils de, je sais pas, 50, 100 pages. Oui. Mais elle a commencé Hero Tales en 2007, vrai, alors qu'elle était en même temps que Fullmetal. Travaille bien. Et Hero Tales, c'était 5 tomes. Du coup, tu te dis... Après, soit ça la faisait chier, du coup elle a fait genre je vais me faire une pause, soit elle avait déjà écrit, elle voulait tenter autre chose en même temps et puis elle fait du parallèle, mais elle fait beaucoup de choses en même temps. Oui, et puis par contre je crois qu'elle a pas trop supervisé tout ce qui était animation, tu vois, enfin elle a regardé hein, évidemment puisqu'elle est l'auteur original, mais je pense pas qu'elle est trop penché son nez dessus. Au début c'était un peu difficile aussi parce que oui. Petite digression que j'aurais dû faire dans l'intro mais que je n'ai pas faite. Donc il y a eu 2 animes. Le premier anime qui a commencé pratiquement en même temps que la série. En gros, l'anime au Japon a commencé en 2003, nous on l'a eu en 2005. Et il y a eu 50 épisodes parce qu'au bout d'un moment, ils avaient rattrapé le manga. Et il a fallu... ils ont essayé de temporiser avec des... comment on appelle ça ? Ces épisodes un peu spin-off. Mais c'était pas assez. Et du coup, ils sont partis ailleurs, dans une autre. Ils sont partis vers carrément différent clairement, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle allait faire, et puis elle l'a pas dit non plus. Ouais. Et du coup, ça concerne à peu près un tiers de la série finie. C'est en gros, les premiers épisodes sont les mêmes pour les 2 animes, parce que ça reprend exactement le même manga. Mais après, il y a une divergence parce que ils avaient rattrapé le manga et ils sont partis dans leur sauce. Ce que je veux dire, c'est que la première série correspond à peu près au premier tiers de la série manga original. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, c'était pas compris. Donc, au 7 tomes. 8, parce que... voilà, et du coup, donc, les animes, voilà pourquoi c'est différent. Ils ont essayé de conclure avec un film... Conqueror of Shambhala, je sais pas. Oui, c'était bien. Ouais, c'était ça. Okay. C'était intelligent, encore une fois. Ouais. Et maître mot de cette série, intelligent. On dira à la fin, tu dis ça parce que c'est une femme, je le sais. Et du coup, donc, c'était en plus un gros studio, c'était le studio Bones. Après, la série s'est finie en 2010. Et tout de suite, pour enchaîner, ils ont commencé FMA Brotherhood. Mm-hmm. Et du coup, qui là reprend fidèlement le manga, pratiquement trait pour trait. Et donc c'est vrai que là on a 2 animes qui forcément ont fait découvrir ça à tout le monde. Et pourquoi on parle de ça ? Parce que tu as fait une petite digression sur l'histoire. Sur l'histoire des animes. Exactement. Pour vous expliquer les animes. Parce qu'on on disait qu'elle n'avait pas forcément supervisé justement la scénarisation. Oui, c'est ta faute, c'est toi qui m'as emmené là-dessus. Je vais faire une petite digression sur les animés, parce qu'en fait, moi, Fullmetal Alchemist, l'animé, et après, tu veux dire Hagane Rokenchi Tutsuji ? Ouais. Okay. Et c'est l'un des premiers mangas qui m'ont vraiment, vraiment fait pleurer.
En animé, tu veux dire? En animé, mais aussi, après quand j'ai lu un manga. Par exemple, quand il y avait la mort de Hughes, c'était tellement sur c'était dur, oui. Sur la première mouture des dessins animés, du coup. C'était tellement triste que j'en ai vraiment pleuré. Je pense qu'on n'était pas habitué en fait, parce que généralement les morts ils arrivent vers la fin, donc tu sais que tu vas arriver plus ou moins vers la fin, mais pas. Non, mais là c'était vraiment tôt. Là c'était vraiment tôt. Oui. Tu t'attaches à un personnage, tu te dis ça va être cool, c'est un protagoniste et boum. Et là, c'est un bon en plus. Mais c'est ça, c'est un bon, c'est un gentil. Par exemple, tu vois, quand il y avait Nina et la chienne, je le voyais venir parce que le père était c'était grillé. C'était grillé, c'était assez évident. Mais la mort de Hughes, le personnage, il est tellement folklorique, tellement drôle que tu t'y attends pas du tout. S'il y en a qui l'ont pas lu, bon, on spoil quoi. Mais je pense qu'on spoil depuis tout à l'heure. Tu sais, dans ma présentation, j'ai dit que vous étiez mort. On n'a pas mis une alerte au début. Mais c'est vrai que c'était très très triste. Et après, quand j'ai lu le manga, après, je me suis dit, j'attends cette scène et comment est-ce qu'elle l'a fait en manga. Et quand j'ai lu en manga, j'ai eu encore des larmes qui ont coulé parce que le découpage technique... Les larmes qui ont coulé. Mais le découpage était tellement incroyable et comment on a réussi à amener ça, même si j'avais déjà vu en animé, et en fait, je me suis dit qu'elle est vraiment vraiment forte pour jouer avec les émotions, quoi. Tout sensible. Mais qu'est-ce que tu fais, Gimli? Nous y voilà. Si vous vous étiez battu avec toute la fierté dont dispose un homonculus, je ne serais pas intervenu. Mais alors que vous n'arrêtez pas de parler de ce concept qui vous est cher, uniquement lorsque le danger vous presse, vous êtes prêt à fuir dans le corps d'un de ces humains que vous méprisez plus que tout. Pour tout ça, vous êtes indigne. Donc on parlait de la structure du récit et bizarrement, donc l'anime, je sais pas pourquoi je reviens sur l'anime, mais je reviens sur l'anime quand même. L'anime est sorti en 2005 en France et tout de suite après, Kurokawa, qui n'existait pas, sort Fullmetal Alchemist. C'était en septembre 2005 et du coup ils ont enchaîné. Et je pense que c'est pas faux de dire que sans Fullmetal Alchemist, Kurokawa n'existerait pas aujourd'hui. Il faudra leur poser la question. Ils sont dans le top du marché. Oui. Mais FMA, ça a fait Kurokawa. Je sais pas comment ils l'ont. C'était une des premières auteurs qu'ils ont. Ah non, mais c'était la première. Qu'ils ont signé. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit reportage sur Arakawa qu'on avait fait avec Johnny à l'époque sur manga.tv. Ah, j'ai fait ça, moi. Mais oui, t'as fait ça. Ouais. Après, pour revenir à la vraie partie, la vraie partie du récit. Non, mais c'est que c'est vraiment bien construit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nouveau personnage, je pense, après le tome 17. T'avais dit le tome 16 en arrière-plan. Désolée. Une fois qu'on voit la fille de Armstrong, la sœur de Armstrong, Briggs, là. Oui, après, je pense qu'il n'y a pas de personnage majeur, tu vois, qui soit à nouveau introduit. Et donc, il y a quand même 10 tomes où elle fait... Elle déroule l'histoire. Mais c'est ça aussi, il y a 27 tomes. Oui, mais c'est génial. 27 tomes. C'est pas ta série de 100 tomes où t'auras 50 tomes de combat. T'as 27 tomes, t'as une histoire construite, intelligente et ficelée. Et c'est fini, et t'es content. Avec une vraie fin, ça c'est vrai, tu l'as souligné tout à l'heure. Il y a une vraie fin, mais aussi que chaque personnage arrive à sa fin aussi. C'est ça aussi qui est fort. Ouais, ou pas parce qu'il meurt, mais oui. Non, mais il y a. Je sais pas, Creed, il arrive pas à sa fin, quoi. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une véritable fin aussi pour chacun des personnages et que il n'y en a pas un qui sent rien, quand même. Un personnage secondaire arrive à. Par exemple, je prends la sœur d'Armstrong, on sait ce qu'elle devient après. Elle devient quoi? Elle prend la place de Mustang. Mustang devient. Parce qu'il renonce, non? Mustang à gouverner parce qu'il veut comment on dit expier les crimes ses péchés. Il a déjà expié avec ses yeux, il est aveugle. Ah oui, mais ça les gens ne le savent pas. Maintenant ils le savent. D'accord, oui c'est vrai, j'avais oublié cette partie. Non, et puis non, mais pour revenir à ce que tu disais sur la fin et etc., moi je suis pas tout à fait d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle elle donne donc une fin à son histoire, mais c'est pas une fin qui est trop comment dire, qui te laisse sur ta fin. Oui, c'est pas une fin bateau. Non, mais parce que c'est dur des fois d'accepter certaines, tu vois, dénouements de manga. Tu dis ah ouais, bon, ok. Souvent, c'est souvent pourri. Ouais. Mais là, ce qu'elle fait, c'est que comme elle fait aussi sans cesse le va-et-vient entre le monde
on va dire, le monde alchimique et le monde réel, tu vois, elle t'ouvre des portes, quoi. Donc tu peux quand même te dire, bon, il y a pas c'est pas là la fin de l'histoire. Ouais, carrément. Et c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'elle termine finalement, parce que les frères Elric, ils ont atteint un premier but. Maintenant, c'est de repartir à la recherche ils ont une soif aussi de savoir, qui est vraiment enthousiasmante quand t'es gosse, quoi. Enfin, tu te dis oh punaise, des mecs qui s'intéressent à des trucs, qui vont dans les bibliothèques, qui lisent des livres et qui étudient, c'est génial. Après, c'est clair que dans FMA, t'as une portée philosophique que beaucoup n'ont pas, que certains shonen essaient d'introduire, mais ça reste pas approfondi. T'as l'impression qu'ici, la portée philosophique, c'est quoi être un humain, c'est quoi la quête de la vérité, avoir de la morale, avoir une éthique, et clairement là le sens de la vie. En plus, comme ML des faits aussi historiques. Ouais, merci les Monty Python. Comme ML des faits historiques, clairement par exemple avec le génocide des Juifs et Hitler, parce que c'est clairement ça, le parallèle est forcément évident. Il y a un moment, tu te dis, c'est qui les vrais méchants ? Est-ce que c'est les homonculus qui dirigent et qui disent aux humains de faire tous les massacres, ou est-ce que c'est les humains qui massacrent les leurs ? Au final, en fait, t'as plein de petits sujets comme ça, philosophiques éparses. Les questions morales et éthiques sont toujours remises en cause. Donc sur ce que tu dis, et tu peux pas savoir qui est vraiment méchant, qui est vraiment gentil. Il n'y a pas de vrai méchant. Il y a que du gris, comme dirait Julie. Oui, voilà. C'est jamais noir-blanc. Il y a des nuances de gris. Peut-être plus que 50. Non, merci. Moi, il y avait un personnage qui montrait bien ça. C'était Envy, l'homonculus Envy, qui montrait que de base, parce qu'il est envieux. C'est l'envie, la jalousie, l'envie. Pareil, quand il meurt, en fait, il montre son côté humain. En fait, il a toujours voulu devenir Selim, humain. C'est la même chose. C'est vrai. Bradley, c'est la même chose. Et tous. Ils recherchent tous leur humanité. Et en plus, comme c'est chacun un péché capital, je sais pas si on peut. Un péché capital. Et forcément, un péché capital, ça vient de l'humain. Mais même à la fin, la conclusion même, c'est donc le rejet de la puissance, on le disait au départ, c'est redevenir un humain entre guillemets normal. Donc c'est quoi la réponse ? C'est être un humain normal. Oui. Après, tu passes très vite en disant oui, le rejet de la puissance. Mais c'est la conclusion que moi j'ai trouvée. Quand on me dit par rapport aux autres Neketsu, qu'est-ce qui est différent des autres shonen manga ? C'est pas je veux devenir le meilleur ninja. Non, je veux devenir à la fin, pirate. La vraie réponse, c'est humain. Il faut redevenir humain. Il faut accepter de lâcher certaines choses pour être heureux, pour récupérer son corps. En fait, c'est accepter les erreurs du passé et s'en faire du coup en une force pour redevenir ça aussi, humain. Quoi. Toujours le va-et-vient, pareil, présent-passé, avec la guerre d'Ishbal et le passé des personnages militaires, de ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vu, ou même le père des frères Elric, parce que lui il a une histoire comme ça, mais il y a toujours cette idée qu'il faut regarder aussi ce qui s'est passé il y a longtemps parfois pour comprendre et ensuite aller de l'avant, et ça c'est un message que finalement t'as pas trop dans les mangas Neketsu. Enfin, c'est très très rare, quoi. Après FMA c'est pas forcément un shonen Neketsu, exact. Voilà, clairement je le mettrais pas en Neketsu, c'est un shonen, ça c'est sûr, il y a de la baston, mais c'est vrai que il y a du grain à moudre, quoi, par rapport à d'autres. Donc on a beaucoup digressé sur cette structure de récit, mais vous avez très bien compris l'idée. Mais je pense qu'on peut encore parler tellement de... Mais en fait, c'est ça, on va pas parler de tout, parce que sinon on est un peu dans la mouise, on en a pour 5 heures. Et d'ailleurs, on a c'est ce qu'on a calculé, ouais. Et je voulais repartir sur ce shonen atypique. On a beaucoup parlé dans nos émissions précédentes. Voilà, les shonen qui frisent avec les seinen, etc. FMA fait partie de ces rares mangas qui ont su toucher à un large public. Certainement parce que ce shonen est à la limite du seinen, certes, mais pas que. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que l'auteur soit une femme ? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Parce qu'on rappelle l'époque, on est quand même en 2000 et elle a fini en 2010. En 2000, les femmes qui font du shonen, ça court pas les rues, quoi.
En même temps, tu avais fait une liste et je trouvais que c'était assez impressionnant. Il y avait quand même beaucoup de... Il y avait Takahashi, il y avait Kriné, il y avait celle qui faisait... Il y avait des Greyman. Ouais, mais tu vois, tous les auteurs... Blue Exorcist aussi. Ouais, mais c'est récent, Blue Exorcist. Toi, des Greyman, ça a commencé en quoi mais je sais pas, t'avais fait la liste et moi je pensais que c'était tous... Non, alors c'était pas... Non, mais en fait, c'est dans l'époque. Tu vois, Inuyasha, ça a commencé en 96. Oui, mais bon, c'est la seule... Takahashi, elle est pas là de la dernière. C'est la seule qui a vraiment commencé avant FMA, parce que Des Greyman, ça doit être 2006-2007. Pandora Hearts, c'est 2006. Black Butler, c'est 2006. Kekkaishi, ils ont eu un truc en 2007. Kekkaishi. Ouais. Kekkaishi, c'est Yellow Manabe. En fait, il a eu meilleur Shonen Shogakukan. Et mais en fait, c'était bien cette série. C'était chez Pika, mais voilà, ça n'a pas eu son public. Mais ils ont eu un prix, en tout cas, elle a eu un prix au Japon. Et même les Clamp, Tsubasa Chronicle, c'était en 2003. Ah bon? Et du coup. Même avec Sakura? Avec Veda, c'était avant. Oui, mais Sakura, c'est pas un shonen. Oui, là oui. Après, c'est ça le truc. Veda, c'était quand même plus un seinen dans le... Enfin... Voilà, mais c'est un seinen, c'est différent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font des shonen, mais tu le sais quand ce sont des femmes qui font des shonen. Généralement, tu sais pas pourquoi, tu le sens. T'as déjà le graphisme, enfin, c'est pas du sexisme ce que je veux dire, mais on a peut-être déjà fait ce débat sur les shonen pour filles et les shonen pour garçons, et tu sens qu'il y a une patte. Que souvent il y a un public à qui c'est adressé, et parfois clairement il y a des shonen qui ne sont pas pour les garçons. On a pris l'exemple de Black Butler, je crois. Black Butler, forcément, avec les histoires entre ciel, etc. Ou comme dirait Cagnard, Koro Shichuji, tu sens que c'est pas forcément ton public masculin, toi. Et FMA, bah non, ça rassemble plus. Ça rassemble énormément. Pourtant, l'auteur... De par son passé qu'elle a, d'être agricultrice, de vivre pleinement aussi avec des hommes, avec des hommes, plein de frères, plein de frères et sœurs. Pardon, excusez-moi, plein de frères et sœurs. On va remettre en contexte. Donc, on n'a jamais dit son nom d'ailleurs à Hiromu. Il serait temps. Parce que tout le monde le sait, Hiromu Arakawa. Donc, elle est née à Hokkaido. Donc, autant dire qu'Hokkaido, c'est la campagne totale. Hein. J'ai fait un voyage à Hokkaido. J'étais en voiture, je pouvais rouler à 100 km/h. C'est une des plus grandes régions agricoles et sauvages du Japon. Et elle a travaillé pendant 7 ans avec ses parents à la ferme. Oui, elle a fait un lycée agricole, d'où Silver Spoon après. Mais ça, on en parlera aussi après. Mais en parallèle, elle est dessinée. En fait, je crois que c'est dans Noble Paysan ou dans Silver Spoon qu'elle parle de son emploi du temps. Dans Noble Paysan, quand elle faisait justement ses débuts en tant que mangaka, tout en travaillant à la ferme. C'est affreux. C'est-à-dire qu'elle dit que, par exemple, elle se lève à 4 heures pour nourrir les bêtes. Et qu'elle a terminé... plus d'1h du matin en planchant sur ses planches. Elle a travaillé sur ses planches et on se dit mon Dieu, et elle a fait ça pendant plusieurs mois. Et après elle était là genre la vie à Tokyo, bon, fallait bosser sur des chantiers de nuit, hop, facile, sachant qu'elle a fait 3 enfants, cette femme. Je sais pas quand est-ce qu'elle a le temps de faire tout ça. C'est incroyable. Moi j'aurais bien des exemples mais je vais pas te les dire. Mais pour en revenir au fait que ce shonen soit écrit par une femme, elle a un côté très humaniste. C'est hyper humain. C'est ça qui est... Dans tous ces mangas, elle a un côté très très humaniste. Dans Full Metal Alchemist, dans Silver Spoon aussi. Du coup, est-ce que Full Metal Alchemist, Hagane no Rekujutsuji, aurait pu être écrit par un homme? Bon, ça, on s'en fout. Je sais pas. Oui, mais ça serait pas la même œuvre. Ça aurait été... Donc, ça aurait pas été Full Metal Alchemist? Non, je pense que Arakawa, elle a une grosse... Il y avait une exposition à l'époque à Japan Expo. Sur quand ils avaient sorti Arslan, et du coup ils montraient que les grandes structures que Arakawa travaille, c'est la famille, notion de famille, les structures, les thématiques, merci, la famille, l'humour comme tu le disais, l'humanité. En fait, c'est qu'elle a une sensibilité qui est pour moi différente, parce qu'elle a côtoyé des humains très variés, très différents. Tu veux dire que les mangaka d'aujourd'hui restent dans leur chambre? Moi je pense. Et surtout quand t'as jamais vu autre chose que... Tokyo, c'est dur des fois. Oui, mais
Enfin, tous les mangaka n'habitent pas Tokyo. Non, mais je veux dire, c'est quand même enfin, il y a quand même l'idée de monter à la capitale et de rencontrer des éditeurs, de leur montrer ton travail. Et ensuite, ils ont rarement l'occasion de sortir de leur bulle. Ah bah ça c'est sûr. De visiter d'autres pays, de voir d'autres choses. Alors qu'en tant qu'artiste, je pense que si t'es pas un minimum curieux et même alimenté, tu vois, même que tu fournis pas du carburant à ta curiosité, tu crèves quoi. Enfin, donc, et elle a cette chance en plus d'avoir déjà eu plusieurs vies finalement avant de devenir mangaka. Et en plus, pour revenir à ta question, je pense aussi, que la question de la famille, au sens où peut-être que parce que c'est une femme, parce qu'elle a eu des enfants, elle sait ce que c'est aussi. Elle a un autre point de vue sur la famille que le père japonais, excuse-moi, on sait tous qu'il est absent. Franchement, je vais rester correct. Et du coup, je dirais rien sur cette phrase. Voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même par essence le mec absent. Donc elle en fait un père absent. Trump, il s'en va. C'est vrai. Dans Full Metal Alchemist, le père il est pas là. Et finalement, tu sens que les liens. Les femmes, les personnages féminins aussi, ils sont hyper forts, quoi. Ils sont... Sauf Winry. Sauf Winry qui fait la cruche. Et pour moi, Winry, elle ne fait pas la cruche. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle fait un automail pour le visuel. S'il n'y a pas de Winry, Edward, il est rien. Celle qui fait tous ses automails, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, il serait rien s'il n'y avait pas de Winry. Et c'est grâce aussi à Winry qui tient aussi par rapport à son frère. Enfin, pour moi, Winry, c'est un personnage assez essentiel pour la cohésion d'esprit d'Edward. Mais on dit pas le contraire. Mais moi, tu vois, par exemple, mon idée, c'est que elle a pas la place qu'elle pourrait avoir parce que les codes du manga classique ne lui donneraient pas cette place. Et à la fin, quand on parle de rejet de la puissance, etc., elle réussit enfin à avoir une place auprès de... Parce qu'elle est comme lui, quoi, au final. Parce que elle arrive à se hisser. En fait. Non, c'est pas elle qui se hisse. C'est lui qui abandonne une partie de son pouvoir. Et c'est comme ça que, tu vois, il fait une place à sa femme. Oui, c'est vrai, parce qu'après, toutes les femmes qu'il a côtoyées. Oui, et pour moi, ça, c'est un point de vue hyper féministe. C'est vraiment la question essentielle en ce moment de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour avoir plus de qualité. Toute virilité, quoi. Ouais. Ouais. Allez, réfléchissez là, les garçons. Non, mais je dis ça, mais c'est moi qui fais les ménages, c'est moi qui fais les machines. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, c'est bon, ça fait longtemps que j'ai plus d'honneur. Et du coup, donc on va conclure sur cette série phénoménale. Pourquoi est-ce que tu refuses d'être à moi? Pourquoi, Dieu? Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Parce que tu ne crois même pas en toi. Tu as beau aller chercher la force chez les autres, tu as beau avoir évolué parmi les hommes. La seule chose qui t'intéresse, c'est l'idée de divinité. Malgré le temps, tu n'as pas du tout évolué. Qu'est-ce que tu croyais? Pouvoir transcender l'humanité en tirant un trait sur les 7 péchés capitaux? Laisse-moi rire. Mais vraiment, on pourrait en parler des heures en même temps. En fait, on a fait qu'effleurer ce manga culte. Et en plus, c'est un plaisir. Culte. Ah, j'ai dit autre chose. Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas abordé ce débat de est-ce qu'on dit Full Metal Alchemist ou Alchemist par exemple. Je préfère dire Alchemist, mais bon. Mais c'est un autre débat. Et du coup, un dernier mot pour la fin. 3 questions. Pourquoi vous aimez Full Metal Alchemist? Quelle place dans votre top? Et qu'est-ce que Full Metal Alchemist a changé dans votre vie? C'est parti. Alors, oh là là. Vas-y, toi. Alors, je réponds 3 d'un coup ou chacune? Chacune à la suite, parce que 3 d'un coup, trouve une réponse qui fait les 3, mais ça va être compliqué. Ah oui, mais chacune. Alors, pourquoi j'aime FMA? Parce que t'as pleuré. Ouais, parce que j'ai chialé. Franchement, c'est vraiment ça. Parce que c'est un de mes premiers mangas et aussi animé où j'ai vraiment pleuré, qui m'a donné ce sentiment d'avoir je sais pas comment dire ça, mais de me dire attends, mais la vache, comment on arrive par un dessin, parce que j'avais déjà chialé sur le Roi Lion, mais bon, ça je pense que tout le monde l'a fait, mais comment sur un dessin ou comment même sur un dessin animé on arrive à mettre de tels sentiments humains, comment on arrive à s'attacher à un personnage et comment voilà. Du coup moi j'en ai vraiment pleuré quand
quand je l'ai lu et quand je l'ai vu. Et c'est D'accord. pour ça que j'aime beaucoup Full Metal Alchemist. Du coup, c'était trop long sur ta première question, t'auras pas les deux autres. Vas-y, Julie. Non, dans mon top général, Full Metal Alchemist, je pense qu'il fait partie au moins des 5 premiers. D'accord. Et ça a changé quoi dans ta vie ? Et ce que ça a changé dans ma vie, t'achètes plus de mouchoirs. Ok. Ouais, j'achète plus de mouchoirs. Non, ça a changé aussi ma perception des shonen, où pour moi un shonen c'était que de la baston, etc. Et en fait, quand j'ai lu Full Metal, je me suis dit il y a enfin autre chose dans un shonen, et c'est ça qui m'a intéressé. D'accord. Alors Julie, c'est à moi de répondre. Du coup, oui. Alors, pourquoi est-ce que je l'aime cette série ? Pourquoi tu l'aimes pas non plus, hein, c'est possible. Hein. J'ai dit pourquoi tu l'aimes, mais... Non, franchement, je pense que c'est hyper charmant quand quelqu'un te dit « Hey, je vais parler à ton intelligence. C'est quand même, tu dis, ouf, avec un il y a Chanel. quelqu'un qui me respecte, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est du high level. Quelle place dans votre top ? Eh ben écoute, moi je sais pas parce que c'est hyper difficile, mais il aura toujours une place privilégiée, ça c'est sûr. Et puis je l'ai offert il y a pas longtemps, genre les 27 tomes d'un coup, tu vois, boum. Ah oui, comme ça, donc t'as pas peur. C'est au premier tome, non, c'est pourri, j'arrête. Ah ouais, non, c'est t'as offert à qui ? Un adulte, un enfant, oui, un adulte 30 ans. Oui. Mais quel âge ton copain ? Bah, il connaissait que les animés, donc j'ai dit attends, non, c'est pas sérieux, quoi. Oh là là. C'est vrai que c'est un manga que je conseille, Full Metal Alchemist. Comme Monster, c'est un truc que je conseille, quoi. Normal. Et puis donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Bah, je pense que, tu vois, je vais reformuler ce que Flavien a dit. Je me suis dit, ah ouais, maintenant on peut pas se contenter de ce qu'il y avait avant, tu vois. Il faut vraiment être exigeant et demander à ce qu'il y ait plus de séries où on te parle de choses sérieuses, quoi. Vraiment. Ouais. Et surtout quand c'est aussi bien fait. C'est vrai. Je viens de penser que j'ai pas répondu aux questions. Ah bah oui. Mais moi-même j'avais pas du tout pensé à répondre à ces questions. Bah si, vas-y. Pourquoi j'ai aimé Full Metal Alchemist ? Bah parce que c'était cool. C'est divertissant. C'était sympa. C'est vrai que j'ai réfléchi plus que d'habitude. Il y avait de la lumière. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de philosophie. Je me suis dit oh là là. Puis en fait, en m'appuyant dessus, en faisant cette émission, en essayant de réfléchir, c'est vrai qu'il y a énormément de points qu'on n'a pas abordés, qui sont super intéressants et qu'on peut-être on abordera un autre jour. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir et ça fait du bien parfois, plutôt que de la baston à la Bleach qui s'enchaîne sans queue ni tête. Bah, lui en plus, il a évacué une question qui était super intéressante, c'est la question de la vie et de la mort, parce qu'ils sont tous morts. Ouais. Ah oui. Allez, claque. Ouais, mais ils reviennent après, Ah oui, mais bon. Quelle place dans mon top il n'y a pas assez de culottes pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est pas un harem, mais... c'est pas très sexy, j'avoue. Non, mais peut-être qu'il serait dans mon top 7. Voilà. Top 7. Ah, parce que Full Metal, c'est quand même... c'est un de mes premiers animes, et du coup, j'ai enchaîné tout de suite avec les mangas. Quand le manga est sorti, je les ai achetés. Et d'ailleurs, j'en ai carrément même oublié de lire la fin, parce que j'ai acheté. Et puis, au bout d'un moment, je suis parti ailleurs et j'ai oublié de lire la fin. Donc, heureusement que je l'ai lu après pour cette émission. Et quand t'as eu la fin, t'as été surpris. Bah non, parce que justement tout le monde disait tiens, il y a un truc spécial, mais en fait c'est un happy end. Enfin, il y a personne qui est mort. Non, mais c'est intéressant quand même la façon dont elle amène. Le traitement est super bien. Ouais. Ça, et qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Bonne question. Bah, pas grand chose. Voilà. Ah ouais. Bon. Non, bah je téléchargeais des épisodes. Ah si, ça a changé que je regardais légalement des animes. Ah voilà. Alors qu'avant c'était pas vrai. Mais oui. Là il y a Daibex, il nous a permis d'être dans la légalité. Donc ça a changé notre vie, c'est vrai. Et du coup on a compris après que c'était mauvais pour les auteurs. Merci en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur iTunes, Twitter, Deezer, Insta, YouTube, Facebook. Et même si vous créez un nouveau réseau social, on sera dessus coûte que coûte. Merci. Merci, lisez encore Full Metal Alchemist. La vérité punit l'arrogance en jetant le désespoir sur ceux qui en font trop. Elle distribue tes désespoirs bien pensés pour calmer toute volonté d'arrogance humaine. C'est tout cela, la vérité. Donc je vais te donner aussi un peu de désespoir. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas. Arrête, je ne pourrai jamais rester enfermé là-bas. Non, je ne veux pas. Tu passes de l'arrogance au désespoir. Comment est-ce que j'aurais dû vivre alors ? Tu vas connaître la fin que tu as tant désirée. Comment est-ce que j'aurais dû vivre ?